Le Sénégal compte 3 millions de téléphones mobiles pour 11 millions d'habitants, que se partagent deux opérateurs, la Sonatel, l'opérateur historique sénégalais, filiale de France Télécom, et Tigo, arrivé récemment du groupe suédois Télé2. Et à peine 280 000 lignes de téléphone fixe. Une situation assez classique en Afrique, le réseau de téléphonie en fil de cuivre n'a pas été développé et l'on passe d'une situation de pas de téléphone au téléphone mobile pour tous. Et le téléphone, il se voit dans Dakar. Qui n'a pas son combiné dans la poche ou à la main? À chaque feu rouge, on peut acheter des accessoires et surtout des cartes prépayées, très largement utilisées ici de 1000, 2000, 5000 francs CFA. Une aubaine pour des jeunes qui trouvent là une activité rémunératrice. Vous faites ça toute la journée? Hein? Vous faites ça toute la journée? Ah, c'est comme ça, c'est ici qu'on vit. On fait ça toute la journée, c'est notre travail. Voilà, votre carte. Merci beaucoup. Merci. Autre activité très répandue, la réparation des appareils. Un quartier entier lui est consacré. Ici, on ne vend que des portables. Nous, il y a des entreprises. Décodage, On les vend. décodage, réparation. Et on peut aussi les charger aussi? Oui, oui. Je m'appelle Atou, je répare ici. Comment vous avez appris à les réparer? Quand même, c'est en essayant, en changeant et en taquinant encore les portables, franchement. J'ai pas appris. On répare tous les appareils portables. Tout ce qui vient d'Europe, ou bien De Chine ou de... tout. Et vous faites ça depuis combien de temps? Bon, moi, je suis là depuis 2002. Et avant, vous faisiez quoi? J'étais étudiant. Ouais, j'ai fait 3 ans à l'université. Il y a encore dans Dakar des télécentres, ces échoppes d'où l'on peut téléphoner, mais depuis un téléphone fixe, donc où plus personne ne va. Ils sont remplacés aujourd'hui par des cabines téléphoniques mobiles. Explication. C'est une cabine téléphonique sans fil, GSM, qui a les mêmes trucs que le portable. D'habitude, si on appelle de cet appareil-là vers le mobile, on peut gagner, mais par exemple, si on appelle de cet appareil-là vers un téléphone fixe, là toujours, ça coûte cher. Alors ça, c'est pour les gens qui n'ont pas de portable et ils viennent chez vous, quoi. Ben, au Sénégal, il y a beaucoup de gens, la plupart des gens maintenant, ils ont des portables, mais il n'y a jamais de crédit. Hein. C'est pourquoi ce qui explique que les cabines téléphoniques, ça marche, les télécentres et autres là. Tiens, moi, je peux bel et bien avoir un portable et tout, hein, mais je l'ai surtout pour répondre. Donc, un étudiant ou bien un chômeur ou bien autre, hein, il n'a pas les moyens de se payer constamment des crédits. S'il veut appeler, il vient dans un télécentre, il appelle, c'est plus facile. Maintenant, tu as ton numéro d'appel et tout. Si on veut te joindre, on te joint. Là aussi, c'est une partie du service. On fait le traitement texte, scanner, on fait les documents des étudiants, les thèses, les mémoires et tout. Et vous n'êtes pas embêté avec l'électricité? Avant, on avait des coupures, mais maintenant, depuis 2-3 ans, c'est vraiment exagéré. Hein. Il nous arrive vraiment de rester une demi-journée, bien pas mal d'heures, sans rien faire. Hein. Heureusement, il y a les groupes électrogènes que l'on entend souvent dans Dakar. Le téléphone mobile, lui, ne subit pas ces coupures, les opérateurs ayant pris leurs précautions pour les antennes relais avec des systèmes de batterie. Alcatel fournit les équipements à la Sonatel et répond à l'explosion du téléphone portable. Il y a un an, on comptait 1,5 million de clients. Aujourd'hui, c'est 2 fois plus. Tout d'un coup, il faut aller beaucoup plus vite. Donc ils nous disent, faites tout, voilà. On vous dit, voilà, il y a une adresse, une personne a loué sa terrasse, ou une personne a loué son bout de champ, et il faut venir installer tout de suite un relais dans les quelques semaines qui suivent. Donc la production doit suivre derrière, les installations, les mises en service, et puis après, on met le réseau, ce qu'on appelle on-air, donc on ouvre le réseau, le relais dans le réseau global. Quand le pays a une licence GSM, il commence à déployer des relais. Donc des relais GSM qui couvrent des cellules. Donc comment il fait? Voilà, il crée des cellules comme ça, hein, typiquement. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup, ça y est, il y a plus d'abonnés. Donc là, on va avoir, mettons, une centaine d'abonnés par cellule. Mais tout d'un coup, on densifie. Donc il faut rajouter des cellules. Donc qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on réduit la taille de la cellule légèrement. On va même quitter à la déplacer. Et puis on vient y mettre à côté des nouvelles cellules. Comme ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle la densification. Donc voilà le genre de choses que l'on vit actuellement à Dakar, par exemple. Alors là, les antennes, on les voit, elles sont aux 4 coins de l'immeuble.
La petite cabane verte que vous voyez, ça c'est un shelter qui héberge des équipements GSM. Donc, tout ça est regroupé sur ce qu'on appelle un BSC, un concentrateur, qui lui-même est connecté aux centrales téléphoniques mobiles. Les opérateurs ne ménagent pas leurs efforts. 40 minutes de cette émission de radio très populaire est achetée par Orange. Ce soir, les auditeurs doivent dire le texte publicitaire de l'opérateur en Wolof, sans glisser un mot de français. On est en train de faire un jeu quoi. C'est ça. Et il a gagné. Hein? Non, personne n'a gagné. Personne n'a gagné. Les Sénégalais découvrent ces nouvelles émissions où ils peuvent intervenir en direct. L'Internet, lui, est accessible seulement depuis les lignes de téléphone fixe. Les Sénégalais n'ont donc pas d'Internet chez eux. Résultat, plus de 1000 cybercentres dans Dakar avec du haut débit en ADSL. On y pratique l'Internet comme partout dans le monde, avec quand même quelques particularités. Beaucoup moins cher que le téléphone mobile dès que l'on veut communiquer avec l'étranger, le cybercentre en devient presque un concurrent. À peu près tout le temps, je me connecte avec mes cousins qui sont en France ou bien qui sont au Maroc. Ouais, mais là, c'est pratique, donc vous les voyez, vous parlez Oui, avec eux. tout le temps, parce que je viens ici presque tous les jours. Ah oui, longtemps? Ouais. Bon, souvent je viens ici juste me documenter, faire des recherches et parfois ouvrir ma boîte électronique. Pour moi, c'est surtout les séries américaines. Donc, j'essaie de voir des séries américaines qui sortent aux États-Unis. Regarder les mails, télécharger des sons et faire des études sur Google. À côté des usages privés, on va trouver des projets plus ou moins avancés à usage professionnel spécifiques à la vie sénégalaise et souvent soutenus par des organismes d'aide au développement. C'est le cas de la société Manobi, créée par un ancien chercheur en agronomie qui propose depuis plusieurs années un système d'information sur les prix, alliant téléphonie mobile et Internet. Comment peut-on commercer dans un système qu'on a voulu depuis une vingtaine d'années totalement libéralisé? Il faut se rappeler que ces agricultures elles étaient encadrées jusque dans les années 80. C'est-à-dire que l'État gérait toutes ces questions, les questions d'approvisionnement des semences, d'approvisionnement des intrants, de l'accompagnement technique des producteurs, de la collecte des produits, de la commercialisation des produits, du crédit aux producteurs. Tout ça, c'était géré par l'État. On a décidé, vous savez qui, la Banque mondiale, le FMI, etc., on a poussé ces agricultures à se libéraliser. Eh bien, il faut que dans le cadre de cette libéralisation, chaque acteur ait sa chance. Et pour qu'il ait sa chance, il faut qu'il partage l'information avec les autres. C'est un minimum, c'est la base élémentaire de l'accès au marché. Des enquêteurs arpentent les marchés et notent les prix. Prix des différents produits à différents endroits du marché, suivant s'il s'agit de vente en gros, demi-gros ou détail. L'objectif sera ensuite de diffuser ces prix auprès des abonnés du service, en particulier aux petits producteurs qui sont dans leurs exploitations et qui n'ont pas d'informations sur les prix pratiqués au jour le jour. Établir des cours minimums ou moyens n'est pas facile dans un lieu où, par principe, toute vente est l'objet de négociations. Tous les acteurs ne se prêtent pas forcément au jeu. Oui, il faut demander si on a en face de nous un interlocuteur qui collabore, sinon on assiste aussi, on constate. Et la meilleure façon, c'est de constater, d'assister à une transaction, et on sait que ça coûte. Une dame qui achète, ou même me demander à une dame qui vient d'acheter, madame s'il vous plaît, à combien vous avez acheté? Parce qu'ils n'ont pas intérêt à mettre un prix au-delà de la réalité. Alors si c'est le commerçant, pour assurer sa marge de négociation, il peut pour 200 francs aller plus haut. Ça coûte combien ça? Ça là, 1 kilo? Oui. 1 kilo ça coûte 300 francs. 300 francs. Quel est le dernier prix? Le prix 250. 250. Oui. 200 francs, c'est pas possible? C'est pas possible. Là, c'était à 175 ans. Je suis à 75 encore. Pour l'enquêteur, la phase suivante consiste à regrouper les informations et se rendre dans le cybercentre le plus proche pour renseigner la base de données grâce à Internet. Les abonnés, 3500 aujourd'hui, peuvent alors interroger le système et connaître les prix soit depuis leur téléphone mobile, soit depuis un ordinateur. Le but recherché, c'est de dynamiser la filière en permettant aux producteurs de mieux financer son activité et aux intermédiaires de mieux connaître la réalité des différents marchés.
dem na dindi naa ko. dindi nga ko. waaw ay 240 la tey ma gis. Il a dit il sait qu'à Dakar, la pomme de terre coûte 240 aujourd'hui. Et c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. Il a dit qu'il y a très longtemps, il n'a jamais vendu à ce prix. naka man bu des na tuuti rek ma wax kii mu dugalal ma basante. Parce qu'avant, ça se vendait, enfin, à combien ils vendaient à ce moment-là? 200 francs. Même moins de 200, n'est-ce pas? 100 francs, 125 francs, plus de faire 130 francs. Ouais. Et là, du coup, c'est presque le double. Ouais. L'accès à distance et en temps réel du prix du marché lui a permis de mieux négocier avec son grossiste. Par contre, il ne sera payé que lorsque la marchandise aura été vendue à la ménagère. Il lui faut donc emprunter pour faire vivre son exploitation. Il est passé de l'irrigation manuelle, pour laquelle il mettait toute une journée avec près de 4 personnes, aujourd'hui à un arrosage mécanique. Il a acheté, grâce à sa bonne commercialisation d'il y a 2 à 3 campagnes, 6 motopompes. Ce producteur a pu investir et rendre son exploitation un peu plus rentable. Il pense demain s'équiper d'un ordinateur et d'Internet pour faciliter ses relations avec les organismes de crédit, mais aussi ses relations commerciales, en particulier avec l'étranger. Il dit que c'est justement parce qu'il a beaucoup de partenaires étrangers, notamment au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Et chaque fois que ces gens lui envoient un message, il est obligé d'envoyer son enfant aller se connecter à Dakar. C'est pas lui qui va lire, mais il a mis tous ses enfants à l'école. Donc je pense que même en dehors de l'aspect économique de l'introduction de ce système, socialement, lui, ce système lui a rendu sérieux parce qu'il lui a ouvert les yeux pour lui dire qu'il faut instruire les enfants, il faut les amener à l'école. Comme numéro Espagne, qui est numéro France, numéro Canada. Ouais. Notre objectif, c'est vraiment de déployer ce système sur l'ensemble de l'Afrique. On a un projet actuellement pour le faire sur l'Afrique de l'Ouest et du Centre, sur 24 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. On l'a déjà testé, réalisé, mis en place dans d'autres pays, en Afrique du Sud. On est en train de le mettre en place en Zambie. On est en train de travailler au Mali, de discuter dans d'autres pays comme le Cameroun. Donc on est dans une stratégie d'extension de ce système, à la fois pour aider le développement des marchés locaux, nationaux, mais comme j'ai dit tout à l'heure, régionaux et aussi internationaux. Une certaine Afrique a désormais besoin du téléphone et de l'Internet. Si le téléphone mobile est en pleine extension, l'Internet, lui, lié aux lignes téléphoniques fixes, attend sa révolution. Il est clair pour tout le monde que les Africains ne passeront pas par la DSL pour avoir l'accès à l'Internet privé, mais par des solutions sans fil. Ce qui suppose, comme pour le GSM, d'installer des relais un peu partout sur le territoire. Nous, aujourd'hui, on aurait tendance à dire le WiMAX, ça permettrait tout de suite de couvrir des zones rurales, des villages, où il y a un besoin vraiment d'accès Internet pour l'éducation, pour le social, pour le médical. Il y a plein d'informations maintenant disponibles sur le net. Un médecin, il pourra trouver plein de choses par rapport à une maladie, par rapport à une pathologie. Aujourd'hui, s'il passe avec son GSM ou s'il passe avec le réseau fixe, sans vraiment de large bande, il va perdre beaucoup de temps. Donc on peut imaginer vraiment plein d'applications derrière ça. Et bah, nous, forcément, Alcatel dit, bah oui, WiMAX, nous, on est quasiment leader dans la technologie aujourd'hui, donc on a envie de la déployer partout, ça c'est sûr. Une seule expérimentation WiMAX est prévue l'an prochain sur 2 villages, avec un projet visant à améliorer l'administration des communes, état civil, occupation des sols, en mettant immédiatement en œuvre des solutions informatisées et en réseau, sans passer par la case registre papier. Faute d'autorisation et de financement, le WiMAX à plus grande échelle devra attendre. Mais certaines ONG n'ont pas l'intention d'attendre. C'est le cas du RAES, Réseau africain pour l'éducation pour la santé, qui met en place un système d'information pour les personnels soignants, les enseignants et le grand public. L'idée est d'utiliser le Wi-Fi, destiné normalement aux liaisons sans fil au sein d'une pièce ou d'un immeuble, qui est détourné avec astuce pour des liaisons de quelques kilomètres. On a opté pour cette solution-là parce que
c'est bien beau de faire tout ce travail-là sur Internet, sur le contenu et tout, mais il faut que les gens soient également connectés. Et l'essentiel, c'est qu'à partir de la zone où on a déjà ADSL, on place là-bas une antenne, et puis quelques kilomètres plus loin, on place aussi une autre antenne, et il y a une petite configuration à faire au niveau des routeurs pour que la connexion puisse passer entre les deux points. Voilà. Et après, on descend ça au niveau des postes de santé. Parce que là aussi, il faut dire que c'est bien ciblé. Hein. On n'amène pas Internet dans ces zones-là pour que chacun puisse se connecter, que chacun puisse faire n'importe quoi. Donc, c'est bien ciblé avec les postes de santé, les écoles ou bien les associations avec lesquelles nous travaillons. C'est avec ces structures-là qu'on va offrir une connexion Internet. Autre exemple d'une ONG qui s'est consacrée aux nouvelles technologies, Connexion sans frontières. Une ONG particulièrement attentive aux évolutions du pays. Actuellement, les consultants que nous avons, ils travaillent sur l'unité d'éveil sur la mendicité infantile. Donc c'est un système d'information qui est sur Internet qui permet d'identifier les enfants de la rue et cela permettra d'avoir une réponse pertinente à cette question, d'avoir des statistiques, connaître les enfants, qui sont-ils, d'où viennent-ils. À partir de ce moment, l'État, les bailleurs de fonds et les partenaires au développement pourront trouver des solutions pertinentes et durables à cette question. Après de nombreuses réalisations, dont une radio communautaire, l'ONG entre sur la microfinance avec un logiciel de gestion spécialisé proposé à tous les organismes de microcrédit d'Afrique de l'Ouest. Et en attendant que tout cela se mette en place, un cheval de bataille. Il faut faire du commerce sur Internet. Pour développer les technologies de l'information en Afrique et principalement au Sénégal, il faut développer des solutions de paiement. Il faut que les commerçants et les consommateurs puissent se retrouver sur le net de façon virtuelle sans pour autant qu'il y ait beaucoup de déplacements. Et si on arrive à ce stade, il y aura une révolution. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons beaucoup pour les cartes prépayées. Et c'est des cartes qui sont très intéressantes, qui permettent aux gens, sans se déplacer, de faire énormément de choses, de faire du commerce. Là aussi, nous avons des partenaires de grandes banques qui ont une licence universelle Visa, qui sont prêtes à nous donner une plateforme de cartes prépayées. Et avec les cartes prépayées, on peut développer rapidement et pour tous les Africains qui le souhaitent, qui n'ont pas de compte bancaire, ils pourront avoir une carte Visa avec le logo Visa là-dessus et faire des opérations dans tous les pays du monde. Le commerce, favorisé par les technologies de l'information, semble bien au centre des préoccupations actuelles. Ces technologies ont, semble-t-il, dépassé les premiers balbutiements et prennent des voies originales liées pour l'essentiel à des contraintes de pays en voie de développement. Les TIC ne sont plus réservées aux pays du Nord, elles s'adaptent manifestement au continent africain.